Mes chers compatriotes, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous remercie de regarder ce live qui est en rediffusion sur la chaîne YouTube. Et ce live Facebook est intitulé « La diaspora camerounaise doit créer un fonds d'investissement ». Je rappelle que ce live Facebook est le deuxième live que je fais. Le troisième même je dirais, parce que le premier a déjà été fait sur la nécessité pour les Camerounais de se réveiller et de cesser de consommer, d'être des consommateurs, mais la nécessité de devenir enfin des acteurs de l'économie, c'est-à-dire des investisseurs. Voilà, nous ne pouvons pas être seulement du côté des consommateurs. Le deuxième contenu de mon live Facebook, je dirais même, a été la nécessité pour les Camerounais de se joindre au jeu Market Watch. Ça veut dire que de pouvoir s'inscrire sur la plateforme Market Watch ou participer au jeu Market Game. Voilà. Donc je me rends compte que le message est passé. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà environ une bonne dizaine de personnes pour la seule journée d'aujourd'hui qui se sont déjà inscrits. Je vous invite à continuer. Comme je l'ai dit, il faudrait que pour le prochain jeu, nous soyons une centaine pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'initient au trading. Voilà. Donc le troisième live, qui est la suite d'une série de lives qui vont suivre, ont pour but de continuer à sensibiliser les Camerounais sur la nécessité d'épargner et d'investir. Donc, et aussi de leur informer sur les démarches en cours pour la création de ce fonds d'investissement. Comme je l'ai dit dans le live la dernière fois, le fonds d'investissement, nous avons déjà entrepris les démarches et les premières réunions ont eu lieu avec les banques d'investissement et les réunions suivront avec les cabinets d'avocats d'affaires. Ce n'est pas aussi facile qu'on pouvait le penser parce que le fonds sera créé aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de réglementations, il y a beaucoup de formalités, il y a beaucoup de choses à faire, des background checks, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Mais rassurez-vous, nous allons nous y conformer parce que comme j'ai dit, il faut bien que nous démarrions. Il y a d'autres aînés qui ont démarré avant nous et bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu dans un contexte très difficile, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il nous appartient, nous aussi maintenant, la deuxième vague, de faire quelque chose de solide pour passer le bâton à ceux qui vont venir derrière nous. Donc les démarches sont en cours. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, quelle est la nécessité d'un fonds d'investissement? C'est que nous devons commencer à dépenser utile. Et deuxièmement, à épargner pour investir. Voilà. L'Amérique, surtout l'Amérique, l'Europe, sont des pays démocratiques et qui ont mis en place tout l'arsenal juridique, les incitations administratives et tout, pour encourager les personnes qui vivent et travaillent sur leur territoire à pouvoir investir. Simplement, qu'on se rend compte que, est-ce le fait de la publicité, est-ce le fait du relâchement de l'éducation, est-ce le fait fait que certains de nos compatriotes ont absorbé certaines pensées machico-religieuses, je dirais, qui fait qu'aujourd'hui, nous épargnons très peu et l'essentiel de notre revenu est consacré à la consommation. Je peux vous dire que ça fait très mal. On a souvent l'impression que voilà, nous sommes vraiment les moutons dans l'affaire, quoi. Parce que tout l'essentiel de notre revenu va à la consommation. Regardez vous-même nos habitudes. Nous avons chez nous ce qu'on ne voit pas beaucoup dans d'autres communautés. Les soirées en blanc, nous sommes les champions. Les anniversaires ultra chers où on boit du champagne, du ruinard. En fait, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais c'est nous, notre communauté, qui sont les champions de ça. Les vêtements extravagants, c'est nous. Les véhicules extravagants, c'est nous. Les dizaines de cartes de crédit, c'est nous. Quand vous voyez un Américain, moi je vis aux États-Unis, vous voyez un Américain qui est ultra riche et vous lui posez la question, bon, toi tu as 200 000 $ de revenus, ça fait 12 ans que tu travailles. Quelles sont tes liabilities? Ça veut dire que quelles sont tes dettes? Bon, quand vous regardez dans ces dettes, les dettes de cartes de crédit par exemple, il est très fier de vous dire que ça n'excède pas 1000 francs. Quoi. Pendant ce temps, le Camerounais qui travaille, qui a un revenu de 50 000, disons, 50 000 $ par exemple, il y avait des dettes de cartes de crédit de 40 000 $. Quoi. Il en a une dizaine, ou il a... Nous devons changer ces habitudes-là. Nous devons repartir dans les fondamentaux qui étaient ceux de nos parents. Ça veut dire travailler, épargner et investir. Alors,
On a souvent l'habitude de dire que oui, nous qui arrivons aux États-Unis, par exemple, nous ne pouvons pas investir. Ce n'est pas vrai. Il est 10 fois, 20 fois plus facile d'investir sur cette Amérique et même dans l'euro que ailleurs. Simplement, il faut être connecté, il faut travailler beaucoup, il faut être à l'affût des opportunités, il faut essayer de rentrer dans les endroits où on parle business, où on parle affaires. Voilà, ça peut être dans les salons, ça peut être dans les foires, ça peut être dans les business events, ça peut être dans les business workshops, ça peut être dans les cercles d'investisseurs, ça peut être dans les conférences, ça peut être dans les grandes universités, ou quand vous avez un MBA, un PhD, vous êtes alumni, il y a tout le temps des networking events, vous rencontrez beaucoup de monde, des CEO, des anciens CEO, des CFO, etc. Voilà. Et c'est comme ça que vous commencez à vous construire petit à petit, petit à petit. Voilà. Donc, il y a la nécessité pour nous de dépenser utile désormais, surtout d'épargner beaucoup. D'épargner voire un tiers de nos revenus pour notre retraite. D'épargner pour notre retraite. D'épargner pour investir pour nous-mêmes, nos investissements personnels. Et d'épargner, c'est que je dirais que quelqu'un de normal dans notre communauté devrait épargner 30% de ses revenus. 10% pour sa retraite supplémentaire. 10% pour investir, pour soutenir les investissements. Je dis investissement, pas consommation. Parce que je fais la différence. Si vous achetez un véhicule luxueux que vous mettez dans votre garage, ça c'est la consommation. Mais si vous achetez un tracteur qui est aussi un véhicule, ça c'est l'investissement. Voilà. Pour vous donner une ordre d'idée à peu près. Voilà. Voilà. Si vous choisissez de dépenser 20 000 $ pour partir en vacances au Japon, c'est la consommation. Mais si vous mettez les 20 000 $ comme down payment pour acheter un condo de 100 000 $ en mettant 20 $ en equity et pour payer le condo et que vous allez rénover avec un prêt bancaire de 20 000 $ et mettre en location et amortir ça sur 5 ans, c'est un investissement. Voilà. Il y a la nécessité dans notre communauté que les gens commencent à avoir des conseillers financiers qui vont placer leur argent, qui vont leur montrer comment est-ce qu'on place son argent, comment on investit son argent. Donc il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Voilà. Nous devons commencer à épargner. Nous devons aussi commencer à épargner dans un fonds. Lors du dernier live, j'ai pris l'exemple de ce Camerounais donc, avec qui même j'ai changé tout de suite, qui est venu me dire, ah voilà, j'arrive pas à trouver un fonds, je vais mettre mon argent. Les fonds qu'il y a, c'est des fonds ordinaires. Je lui ai dit, mais c'est normal. C'est parce que dans toutes les communautés, eux, ils créent leurs fonds. Bon, ils donnent un nom peut-être à ces fonds-là, mais ce sont leurs fonds qui sont confiés à les grandes banques d'investissement qui gèrent leur argent. Et ils retirent maintenant ce qu'on appelle les capital gains. Je vais vous expliquer comment ça marche tout à l'heure. Les gains qu'on fait dans la valeur créée dans ces fonds-là, qui convertissent en liquide et ils utilisent ça pour financer les investissements sur 10, sur 15, sur 20 ans. C'est comme ça que vous voyez des Indiens acheter des hôtels, acheter des stations-service, acheter des parkings aux États-Unis. Le Camerounais, quand il vient le matin, il se gare dans le parking pour aller travailler, il perd l'Indien. Quand il finit, il sort de là, il démarre sa voiture, il descend, il prend le carburant dans la station de l'Indien. Quand il a un étranger qui vient lui rendre visite d'une autre ville, il le loge dans l'hôtel qui appartient à un étranger. Mais notre communauté n'a pas. Donc nous devons changer nos habitudes, ça c'était important. Je disais que je n'ai rien contre la tontine, mais il faut se dire une évidence qui est simple. La tontine a vécu, elle a fait son temps. La tontine a été utile pour nos parents parce qu'elle leur a permis de lutter contre un spoil system. Nous sommes Camerounais. Quand vous lisez l'histoire de notre pays, les livres qu'ont écrit Léopold Moumet-Etia, par exemple, des historiens comme Léopold Moumet-Etia, il faut le lire, parce que c'était un syndicaliste. Quand ils se sont battus, c'est parce qu'ils avaient bien vu qu'il y avait un spoil system en place. Hein, les Oumniobesté, les syndicalistes, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un spoil system en place. Et moi, j'ai eu à lire Léopold Moumet-Etia. Il décrit bien ce spoil system qui était en place et qui avait en fait spolié les Camerounais. Vous le retrouvez aussi dans les livres de Jacob Tatitsa, Manuel Domer, Thomas Deltom, La Sale Guerre. Ils décrivent également ce spoil system. Ça veut dire quoi? Nos parents se levaient par exemple le matin, ils allaient travailler dans un comptoir colonial. La CFAO peut-être aujourd'hui n'est plus un comptoir colonial. Mais à l'époque, la CFAO était un comptoir colonial. Ça veut dire c'est une entreprise qui avait le monopole de l'importation des denrées alimentaires par exemple. Bon. Le Camerounais qui se levait le matin allait travailler dans une entreprise, on lui donnait un bon, on lui disait bon ton salaire c'est combien? 25 000. On lui donnait 20 000 francs de bons pour aller prendre toute la nourriture, tous les produits qu'il a besoin chez CFAO. Et il restait 5 000. Dans les 5 000, il payait son loyer 3 000. Il payait le transport pour venir au travail et rentrer à la maison, 1 000 francs. Et il y avait 1 000 francs pour payer l'électricité, l'eau et dépanner sa femme et ses enfants. Donc il faisait zéro épargne. Et c'était fait à dessein. Résultat des cours sur nos compatriotes
pendant des décennies, n'ont pas épargné. 10, 20, 30 ans n'ont pas épargné. C'est pour ça que quand vous regardez maintenant, le président Ahidjo, quand il s'est rendu compte de ça, il était obligé de donner de l'argent, du cash, des devises aux hommes d'affaires camerounais pour les lancer. Parce qu'il savait que le système avait été design de manière qu'il n'y avait pas d'épargne nationale au niveau des ménages. Voilà. L'épargne des ménages était très faible. Bon. Pour lutter contre ce spoil système, nos parents avaient mis sur place ce qu'on a appelé la tontine. Ça veut dire, ceux qui étaient marginalisés, ceux qu'on avait appelés à l'époque descendants de Macky Sall, fils de Macky Sall, qui étaient marginalisés parce qu'ils n'avaient pas assez au travail dans un environnement formel, les sociétés d'État, les multinationales, les comptoirs coloniaux. Ceux-là donc ont donc décidé de mettre en place ce qu'on a appelé la tontine. Le but de la tontine, c'était quoi? C'était de permettre de grouper les épargnes, de petites épargnes que les gens pouvaient faire, pour leur permettre d'investir dans un business, comme on dit. Généralement, c'était des business à cycle court. Le transport de personnes, dont les taxis. Vous voyez à l'époque, les parents sortaient, les gens allaient acheter des voitures neuves à Kami Toyota. Ils donnaient peut-être à un cousin pour conduire. Et le cousin lui donnait de l'argent pour amortir le taxi. Peut-être en 2 ans. Et après 2 ans, il prenait encore le double de l'argent. Il pouvait mettre 2 ou 3 taxis en route. Et le cousin pouvait prendre le taxi. Etc. etc. C'est comme ça que nos parents se sont emparés de l'investissement dans le secteur du transport, de l'investissement dans le secteur des petits business, le commerce, la distribution de marchandises en détail, puis en gros par la suite, puis le transport de marchandises, transport de personnes, et plus tard un peu, négoce de café, etc., agriculture, des produits à cycle court, dont le vivrier, etc., etc., etc. Donc, la tontine a permis de venir à bout d'un spoil système. Simplement, comme je l'ai expliqué la dernière fois, la tontine a des limites. Je ne dis pas qu'il faut mettre fin à la tontine, non. Je dis au-dessus de la tontine, nous devons créer d'autres leviers qui permettent de financer les investissements. La tontine a ses limites. Au-dessus de la tontine, on doit créer d'autres leviers. C'est-à-dire, on maintient la tontine, mais au-dessus de la tontine, on crée d'autres leviers qui permettent de mieux structurer l'épargne pour financer des investissements à cycle long. Voilà. Parce que la tontine, elle permet de financer le fonds de roulement. Je vais vous montrer un tableau pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Voilà. Il s'agit de ce tableau-là. J'espère que vous le voyez. Voilà. Il est là. J'espère que vous le voyez bien là. Il apparaît à l'écran. Voilà. Il apparaît à l'écran. Ça, c'est le bilan d'une entreprise commerciale et une entreprise industrielle. Voilà. Une entreprise commerciale, c'est plus là. On achète, on revend. Donc, vous avez ici les actifs. Donc, ce qui appartient à l'entreprise, c'est ici, là, les actifs. Et vous avez ici les passifs. Ça veut dire ce qui n'appartient pas à l'entreprise. Ce qui appartient à des personnes extérieures à l'entreprise. Ce bilan-là est présenté selon les règles de la comptabilité anglo-saxonne, la GAAP, ce qu'on appelle General Accepted Rule. Parce que la comptabilité anglo-saxonne, dans ce poste-là, qu'on appelle les réserves, permet de bien comprendre certaines choses que la comptabilité que nous utilisons au Cameroun, AFRS, ne montre pas très bien. Vous avez là les actifs. Voilà. Vous avez le cash, ça veut dire l'argent liquide, en devise locale ou en devise étrangère, tous les papiers à moins de 3 mois. Voilà, là. Ici, vous avez les créances que les clients doivent nous verser. Voilà, ici, là. Là, vous avez les stocks de marchandises, je crois. Stocks de marchandises. Voilà. Stocks de marchandises. Voilà. Vous avez les stocks de matières premières aussi, si c'est une entreprise industrielle. Et vous avez les effets de commerce. Voilà. Les effets de commerce, si les clients ont décidé de nous payer en effet de commerce, que nous pouvons escorter auprès des banques. Donc ça, c'est les actifs. Ça, c'est les actifs. Et ici, là, c'est les dettes. Comme vous pouvez constater, il y a les dettes là. Voilà. Vous avez les dettes fournisseurs. Donc, ça veut dire que ce que nous devons payer aux fournisseurs. Nous avons les effets de commerce que nous devons payer à notre fournisseur. Nous avons les salaires des employés et les commissions, les bonus, tout ça. Nous avons les dettes que nous devons à l'État, dettes fiscales et sociales. Ça veut dire les dettes que nous devons au fisc, que nous devons, etc., etc. Et enfin, ici, là, nous avons les effets de commerce à payer. Donc, ce que nous devons payer. Voilà. Voilà, en fait, c'est là. Comme j'ai dit dans la présentation de ce tableau sur mon mur, ce qui est en jaune, là,
représente ce que nous finançons avec la tontine. Ça veut dire le fonds de roulement. La tontine permet de financer ça. Je suis à court de cash, je vais dans la tontine, je prends le cash. Le cash là, ça sert à faire quoi? À payer les stocks de marchandises qui est ici là. Le cash là, ça paie à faire quoi? Ça paie à régler le fournisseur qui est ici là. Peut-être j'ai pris la marchandise, je n'ai pas pu vendre comme j'escomptais ou quelqu'un a pris, il m'a pas encore donné l'argent. Il me promet qu'il va me donner l'argent dans 2 semaines. Je coupe prendre à la tontine, je paye le fournisseur ici là. Pour ne pas perdre le privilège qui me donne de me donner la marchandise à crédit. Etc. Je n'ai pas assez d'argent là, j'attends qu'on me paye une créance ici là. Je coupe prendre l'argent pour payer les salaires des fonctionnaires. Les impôts viennent me sceller. Voilà, je fais le recouvrement ici là, je vais payer mes impôts ici. Ça là, c'est finançable par la tontine. Ça s'appelle le fonds de roulement. Ici là, ça là, tout ce que j'ai mis en jaune là, c'est finançable par la tontine. Sauf que ce qui est en jaune là, vous voyez vous-même le tableau, vous voyez que pour que généralement ça c'est une entreprise commerciale. Pour que l'entreprise, le business soit solide, il faut qu'il finance des choses qui sont à long terme. Et c'est ici là. C'est là. C'est là. Regardez vous-même ici là. Il y a investissement à long terme. Voilà. Les titres de participation. Ça veut dire que si vous êtes une entreprise, je prends un exemple, boulangerie Saker, vous voulez être pris au sérieux par votre fournisseur, qui est par exemple la pasta. Si vous investissez 100 millions dans le capital la pasta, donc vous devenez actionnaire. Si le capital c'est 3 milliards, si vous avez 100 millions, ça veut dire que vous avez combien? 1% c'est 30 millions, ça veut dire que vous avez 3%. Voici vos actions là, c'est ça. Si l'État lance un emprunt obligataire, vous achetez l'emprunt obligataire de l'État qui sera remboursable sur 5 ans pour placer votre trésorerie de manière à ce que l'État sente que vous êtes une entreprise citoyenne. C'est ça ici là. Note à long terme, c'est ça là. C'est ça là. On appelle ici là, c'est titre immobilisé, investissement et également investissement dans l'immobilier. Voilà. Si vous dites par exemple, voilà, je suis Saker, je vais ouvrir une autre agence à Lopom, je vais acheter l'immeuble qui est là, je casse, je construis pour ouvrir la boulangerie. C'est l'immobilier, voici ça. Donc ça c'est les immobilisations. Ensuite vous avez les actifs immobilisés, ici là. Actifs immobilisés. Les terrains, hein, les machines, matériel équipement industriel, matériel de transport, les bâtiments commerciaux, etc. Tout ça là. Enfin, ici en bas, vous avez les brevets, les marques déposées, etc. Tout ça là, à l'actif. Vous voyez, ceci là, vous ne pouvez pas financer avec la tontine. Pour une bonne et simple raison, parce que tous ces investissements ici là, c'est des investissements que pour financer ça, il faut des crédits qui vont de 2 ans minimum. L'extrême minimum, c'est 2 ans à 5 ans. Or, la tontine, un tour, c'est 1 an. Donc, quand vous prenez, c'est 3 mois, c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois maximum. Vraiment, c'est ou bien vous bouffez le tour de quelqu'un, la personne a bouffé pour vous, c'est dans 6 mois maximum, 3 mois. Donc, la tontine ne peut pas financer ces cycles-là. C'est pour ça que j'ai mis ça en rouge ici, là. Ensuite, ici, là, par exemple, les dettes qui sont là. Vous ne pouvez pas payer ces dettes-là avec une tontine. Vous ne pouvez pas aller emprunter 50 millions pour 500 millions pour construire un immeuble et vous allez prendre 500 millions dans la tontine pour rembourser. Alors que le père rembourse ça sur 10 ans. Donc c'est là, là. C'est pas possible. Vous avez aussi ici, là, la lettre de crédit supérieure à 1 an. Les dettes bancaires à payer supérieures à 1 an. Donc, il y a ça, là, qu'il faut payer. Vous avez le capital social ici, là, dans la comptabilité anglo-saxonne. C'est là que ça devient intéressant ici maintenant. C'est là que vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a nécessité pour nous de créer d'autres leviers, comme les private equity, parce que les private equity permettent maintenant de laisser financer ici, là, dans le capital, ici, là, ce qu'on appelle capital et réserve, ils appellent ça stockholder equity. Ça veut dire que, ici, là, les entreprises américaines, comme j'ai expliqué dernièrement, ne distribuent pas de dividendes. Elles conservent leurs dividendes, elles conservent les bénéfices, pardon, autant pour moi. Très peu souvent distribuent les bénéfices. Elles conservent les bénéfices et elles ajoutent et elles utilisent ces bénéfices-là pour financer l'entreprise. Et quand elles ont besoin de lever l'argent, elles émettent des nouvelles titres. C'est ce qu'on appelle, c'est là qu'on appelle common stock. Elles émettent des nouvelles actions, elles lèvent de l'argent pour financer cette section-là. Parce que quand quelqu'un investit,
il investit pour 10, pour 20 ans, l'entreprise a le cash pour financer ici, là, qui est à long. Alors que la tontine vous donne l'argent pour moins d'1 an. Donc vous voyez donc que sur ce tableau-là, ça, c'est ce que la tontine pouvait financer. Ça, c'est ce que la tontine ne peut pas financer. Que les private equity et les fonds d'investissement peuvent financer. C'est pour ça que je dis que ici, là, qui est là, ce que la tontine peut financer, on doit ajouter d'autres leviers au-dessus qui permettent de financer ça. Parce que ça, c'est une entreprise commerciale. Ça, les deux fusionnés, c'est une entreprise industrielle dont la tontine ne peut pas financer cela. Donc, quand je dis ça là, c'est pour vous montrer qu'il y a une nécessité pour nous de pouvoir mettre en place des leviers qui nous permettent de financer autre chose que le commerce. Donc, à partir de là, nous devons mettre en place les moyens pour pouvoir financer, pour pouvoir créer des fonds d'investissement et des private equity. Parce que la tontine, manifestement, a des limites. Je viens de vous démontrer dans les tableaux. Voilà. Comme j'ai dit, la première chose à faire, c'est de cesser de dépenser 90% de notre argent dans les dépenses superflues, quoi. Malheureusement, ça, c'est les limites de notre action. On ne peut pas. Mais je pense que lorsque nous aurons lancé un fonds d'investissement et que les gens vont commencer à voir les premiers résultats de ce fonds d'investissement en termes de acquisition, modernisation d'un building, par exemple, rachat d'un hôtel, transformation en 4 étoiles, j'espère qu'on va le faire. On a le temps, on a l'énergie, on est jeune, on va y arriver. On est même déjà en route pour cela. Je pense que ça va commencer à faire réfléchir beaucoup, qui vont commencer à se discipliner dans leurs attitudes de consommation, en diminuant un peu le superflu, pour commencer à épargner dans des leviers utiles. Donc, ça passe par là. Je prends toujours un exemple. Je vous encourage d'ailleurs à lire un livre que je vais vous présenter. Je recommande cet ouvrage-là à tous les Camerounais. Voilà. C'est un ouvrage de Jacques Attali. L'ouvrage est intitulé « Les Juifs, le monde et l'argent ». C'est un ouvrage publié chez Fayard. Voilà. Je recommande cet ouvrage. C'est un excellent ouvrage écrit par Jacques Attali. « Les Juifs, le monde et l'argent ». Voilà. Voilà le côté reverse. Vous pouvez le lire. Il est très illustré et il contient beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Voilà. Voilà. Les Juifs, le monde et l'argent. C'est un livre qui vous apprend la relation que les Juifs ont avec l'argent. Voilà. 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 Pas pour dire que les Juifs aiment l'argent, non. Mais c'est un livre qui vous apprend qu'ils considèrent que c'est un outil de travail. C'est un outil qui permet à un peuple de s'émanciper, d'avoir sa liberté, d'avoir de l'influence. Donc, ils ne considèrent pas que l'argent, c'est un outil qu'on prend pour manger, boire, acheter des gros vêtements, des gros véhicules, faire la fête. Non. Ils considèrent qu'on travaille, on amasse, on l'utilise pour gagner son indépendance, pour gagner son autonomie, pour gagner une respectabilité, pour investir, se donner de l'indépendance, une autonomie, pour avoir de l'influence, pour se faire respecter dans la société, pour pouvoir négocier une part. Et c'est comme ça qu'il vous démontre comment, au fur et à mesure de l'histoire, la communauté juive dans le monde, dans la diaspora, en Israël, un peu partout, a travaillé dur et la relation qu'elle avait avec l'argent. J'encourage les gens de le lire. Je ne peux pas aller via, je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a à l'intérieur, sinon ça prendrait des heures. Voilà. Donc, nous devons pouvoir faire cela. J'explique aussi une chose. Le système d'épargne chez les Juifs. Comme j'ai dit dans le live précédent, quand dans la communauté juive, un enfant naît, un enfant vient de naître, ses oncles qui viennent, moi je suis Bouddha, hein, chez nous les Bouddhas, c'est ce qu'on appelle le Ndamo. Ça veut dire que quand un enfant naît, les oncles viennent, il y a la fête de l'enfant, on dépose de l'argent, etc. C'est le Ndamo, on danse, et puis voilà, etc. On apporte les cadeaux à la mère, le savon, l'homo, etc., etc. Au sein de la communauté juive, c'est différent. Quand un enfant naît, on leur dépose dans la communauté une obligation, un bon, et avec ce bon-là, cet enfant peut préparer son avenir. On lui donne une obligation à 20 ans. On lui donne une obligation à 10 ans. On lui donne une obligation à 20 ans. Quand l'enfant est né, au fur et à mesure qu'il fait son anniversaire, chaque fois, peut-être c'est tous les 4 ans, il y a un grand anniversaire, ses oncles viennent, ils déposent encore les obligations dans la corbeille, qui est la dette de l'État américain, risque free, ou bien la dette de l'Allemagne, ou bien la dette de la Grande-Bretagne, tous ces pays qui ont des monnaies convertibles.
Et à partir de ce moment, les enfants peuvent utiliser ça pour pouvoir préparer leur avenir dans ce monde-là. Ça les prépare déjà, ça les responsabilise sur la nécessité d'investir. Ça les permet de sortir du système sans dette. C'est-à-dire que quand ils finissent l'école, ils ont déjà les moyens de finir l'université sans dette, de s'acheter une maison sans dette et de se lancer dans la vie courante. Qui est un système que nous, les occasions, les anniversaires des enfants, c'est une occasion pour nous de faire de grosses beuveries. Boire, se saouler, manger, dépenser, exhiber les vêtements, parler des sacs Vuitton, etc., etc. Ce qui est en eux. Donc nous devons changer ça. Je veux dire, si nous devons, il est temps pour nous de commencer à nous regarder en face. J'ai également pris l'exemple des Américains. Je vous avais dit la dernière fois que moi, j'ai avalé des couleuvres ici, là, où vous allez en MBA, là, vous allez après un cours, vous allez dans un restaurant pour manger, vous apercevez que dans ce restaurant-là, la majeure partie des enfants qui s'y trouvent, c'est des enfants qui ont, quoi, comment je peux dire ça, qui s'y trouvent, c'est des gens qui ont commencé à travailler très tôt à 16 ans, quoi. Et à 16 ans, les parents les ont déjà disciplinés. Et à 18 ans, les parents les ont donné un conseiller financier pour leur montrer comment placer leur argent. Tant dans le real estate, ça veut dire que l'immobilier, dans la finance, dans les achats des bons, etc., etc., etc. Ils se sont déjà constitués un portefeuille. À 35 ans, après un MBA, ils travaillent encore 5 ans, ils abandonnent pour aller faire les affaires à 40 ans, jusqu'à 80 ans, quoi. Ils ont une deuxième carrière qui dure encore 40 ans. Et nous, pendant ce temps, c'est à ce moment que, bon, on a vieilli, on devient une charge pour les enfants. Comment? Donc, nous devons changer nos habitudes. Donc, pour pallier à ça, nous allons, parce qu'on dit souvent, oui, mais vous parlez pour parler, et qu'est-ce que vous faites alors? Bon, on va essayer de faire, même pas on va essayer, on est déjà en train de faire, mais ça va simplement prendre un peu du temps. Donc, on va mettre en place un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, comme j'ai dit, le fonds d'investissement, nous n'inventons pas ce qui n'existe pas. Nous essayons de copier ce que les autres communautés font à côté de nous. Les communautés juives, les communautés japonaises, les communautés chinoises, les communautés indiennes, les diasporas de ces pays-là, déjà les Éthiopiens aux États-Unis, les Somaliens et les Nigérians font déjà ça. Les Congolais, Zaïrois, là, ils font déjà ça. Nous sommes encore en retard. Donc nous allons nous lancer. Nous allons créer un fonds d'investissement pour investir dans les assets, les actifs financiers, dans un premier temps. L'obligation de l'État fédéral américain, qui est risque-free, ça veut dire que l'État américain paye toujours. L'obligation de l'État fédéral, les obligations des États fédérés, les obligations des villes, des municipalités, ce qu'on appelle municipal bond, les obligations des États fédérés, state bond, les obligations de l'État fédéral, federal bond, les obligations des agences fédérales, FENIMAC, Fannie Mae, Agency Bond, les obligations corporate, c'est-à-dire des entreprises, Coca-Cola, IBM, Microsoft, Kodak, Gillette, Unilever, etc. On appelle ça corporate bond. Donc nous allons travailler à pouvoir investir nous aussi dans ces obligations-là, dans ces dettes-là, et les détenir. Ça nous donne de leverage, ça nous donne de l'influence. Ça nous ouvre les portes, comme j'ai dit. J'ai rappelé dans le live précédent que, écoutez, ça marche comme ça. Ne pensez pas que les Américains se lèvent, ils vont installer des entreprises en Chine au hasard. Pas du tout. C'est parce que les Chinois, quand ils font des affaires, ils gagnent de l'argent, ils viennent aux États-Unis, ils achètent les dettes et la dette des entreprises américaines. Massivement. Quand les entreprises américaines font des nouvelles émissions d'actions, ils achètent ça massivement. Ils détiennent. Ça permet aux entreprises américaines de lever de l'argent. Les CFO, les directeurs financiers, lèvent de l'argent comme ça. Ils font des émissions de grosses levées de fonds. Quand vous entendez souvent levée de fonds, c'est soit en actions, soit en obligations, soit combiné. Ils lèvent des fonds. 1, 2, 3 milliards de dollars. Ils logent ça dans leur return earning, leur cash reserve. Et ils planifient maintenant les projets et commencent à investir. Les Chinois maintenant qui ont mis l'argent dans ces investissements, dans ces actifs financiers, sont en pole position pour dire, bon voilà, vous voulez faire ci, ça, nous avons de l'espace, la terre, nous avons la jeunesse, nous avons les gens formés, nous avons les incentives, ça veut dire les avantages qu'offre notre gouvernement. Ils vont se battre pour que le projet vienne chez eux. Parce que des fois, ils sont dans le conseil d'administration, même s'ils n'ont pas de droit de vote. Or, si nous restons spectateurs, ben, nous allons rester toujours là à balayer le sol, quoi, à faire du housekeeping. Et ce n'est pas possible. Il est temps que nous démarrons pour que ça nous donne une indépendance et que ça donne l'indépendance aux enfants qui viennent derrière.
et que ça permette demain à notre pays d'avoir une indépendance. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un hasard si vous voyez la filiale de Microsoft Europe ou Afrique est située en France. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous prenez votre argent, vous mettez chez AXA. AXA vient investir dans Microsoft, mais sous pavillon bleu, blanc, rouge. Le jour où maintenant vous prenez cet argent, vous le mettez dans notre fonds, et que ce fonds vient maintenant investir sous pavillon vert, rouge, jaune, un jour on peut être d'abord on sera déjà à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale de Microsoft, et après l'Assemblée générale de Microsoft, on sera un matin au conseil d'administration de cette entreprise. À partir du moment où nous sommes au conseil d'administration de cette entreprise-là, peut-être sans droit de vote, on peut commencer à faire du lobbying dans les couloirs, même en Assemblée générale. Parce que vous avez en Assemblée générale déjà accès aux autres actionnaires, vous avez accès aux dirigeants, aux CEO, aux CFO et aux autres exécutifs de la boîte. Et vous pouvez commencer à dire, bon voilà, vous avez l'intention de faire tel projet. Vous avez 20 projets que vous voulez démarrer dans les 2 prochaines années. Excusez-nous, mais vraiment, nous pensons que notre pays peut accueillir un projet. S'ils disent, ah bon, oui, vous appelez votre ministre, vous allez à l'ambassade. Vous venez avec l'ambassadeur. L'ambassadeur va à Yaoundé. Et le ministre des Finances monte ici. On va en Californie, on va dans tous ces endroits-là. On négocie. Peut-être en sortant de là, il rentre avec une vingtaine de projets. Chaque projet donnant 1000 emplois. Ça fait 20 000 emplois pour le pays. C'est comme ça qu'on crée les usines. Ça marche comme ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est la diaspora chinoise qui a construit la Chine. Elle ne vient pas ici observer. Non. Ils créent des fonds et ils sont là où on décide. Parce que ce sont ces fonds qui les permettent là où on décide. C'est à travers ces fonds qu'ils peuvent faire du lobbying pour qu'on recule leurs enfants qui sortent des meilleures écoles d'ingénieurs. C'est pour ça que vous allez voir les enfants japonais, ils sont là, ils occupent des postes exécutifs et les nôtres non. Nous, on travaille l'argent qu'on nous paie, on consomme. Eux, ils travaillent l'argent qu'on les paie, ils investissent. Et du coup, on leur donne la place. Et nous, on a le plafond de verre au-dessus de la tête. Donc, il est temps que nous nous donnons les moyens nous-mêmes de changer ça. Je veux dire que il n'y a pas de, je veux dire que vous ne me voyez jamais dans le discours révolutionnaire à la Patiendo ou à la Djokam Tchaminina parce que c'est de la propagande pure. C'est les gens qui fuient leurs responsabilités. Voilà. Nous ne devons pas fuir nos responsabilités. Nous allons créer des fonds pour investir dans les actions des grandes entreprises aussi ici. Des entreprises comme Microsoft, des entreprises comme Kodak, des entreprises par exemple du Dow Jones, du secteur industriel. Des entreprises comme bref, les entreprises, on va regarder. Des entreprises qui peuvent investir en Amérique, qui investissent aussi à l'étranger et qui peuvent venir chez nous. Par exemple, si nous détenions 100 millions des actions Amazon, qu'est-ce qui vous dit qu'un jour, on ne pourrait pas, ou FedEx, on ne pourrait pas, par exemple, faire pression sur FedEx pour qu'il installe une base logistique au Cameroun et crée 300, 600 emplois. Par exemple, nous pouvons investir dans les ETF. Nous pouvons rentabiliser notre épargne. Nous pouvons créer du leverage et attirer les investisseurs. Comme j'ai dit la dernière fois, je n'avais pas le tableau et là je me suis donné les moyens de produire le tableau pour que les Camerounais comprennent. Parce que comme je vous l'ai dit,